Alors, ravi de vous retrouver et de converser avec Dominique Debert. On se connaît depuis assez longtemps. Je n'avais pas encore vraiment, comme on dit, travaillé avec elle. J'avais, comme on dit aussi, gratté sur son travail une ou deux fois dans la presse. Mais là, voilà, on a fait cette expo ensemble et c'était un grand, grand plaisir. Alors, comme vous l'avez déjà lu, en quelque sorte dans sa biographie, en ajoutant une galerie que j'ai oubliée qui s'appelle la galerie Phébus à Rotterdam, je ne me trompe pas, ce qui veut dire la présence aussi de ce travail. Dominique, je vais te demander de nous dire en quelques mots quelle a été ta formation, comme je le fais toujours, pour qu'on cale les choses. Donc, bonsoir. Donc ma formation dans le domaine, on va dire, des arts plastiques a été plutôt tardive. Donc je suis originaire de la Picardie. J'ai fait mes études au lycée d'Abbeville, mais je suis restée dans une sorte d'errance après le bac que je n'ai pas eu pendant environ 3 ans. Donc j'ai envie de dire que la rencontre avec l'art s'est faite de manière complètement inattendue. C'est lors d'une braderie qui avait lieu donc à Amiens, où je suis tombée sur 3 livres d'art qui ont été une sorte de déclic. Donc Nicolas de Staël, Vieira da Silva et Miro. Donc très très vite, très naturellement, enfin ça a été une sorte vraiment de choc, je me suis mise à dessiner et j'ai tenté le concours aux Beaux-Arts d'Amiens, qui était donc une toute petite école. Donc cette rencontre s'est faite, je ne sais plus, en mai, je pense qu'en septembre, quelques mois plus tard, je suis rentrée dans cette école. Mais tu avais, je te coupe, hein, ça va arriver quelque temps, ça dynamise la conversation. Oui. Quand tu étais plus jeune, tu dessinais, tu montrais déjà une appétence à cette chose? Alors, pas particulièrement. Donc, alors assez jeune, j'étais plutôt éprise, on va dire, de lecture, de livres. Donc, dans la famille, il y avait quand même vraiment peu de peinture. Et donc, je viens d'un univers lié au milieu, on va dire, de la ferme, de l'agriculture, et aussi au milieu du textile. Et c'est vrai que du côté flamand, donc belge, il y avait quand même vraiment un regard qui était tourné plus vers le fil, le textile, tout ce qui est de l'ordre, on va dire, de la trame. Mais voilà, j'en suis restée là, donc aucune qualité particulière pour le dessin. Alors, l'air de rien, tu me tends une perche, puisqu'en fait, je crois que je te l'ai jamais posé la question. Debert, c'est d'origine flamande? Je te remercie, c'est un D majuscule comme de Koning, c'est ce que tu m'as dit la fois dernière. Mais il faut avoir des bonnes références. Je te remercie, ça m'a marqué. Parce qu'en général, souvent, on écrit des... Donc, c'est flamand? C'est flamand. Donc tu as des ascendances flamandes? Donc j'ai des ascendances, oui. Donc mon grand-père est vraiment né près de Gand et mon père en revanche est né dans le nord de la France. Mais pas du tout de figure en relation avec le monde de l'art dans ta famille? Non, alors aujourd'hui j'ai retrouvé en fait un cousin, je ne sais pas si c'est véritablement un cousin, qui s'appelle Francis Debert, qui est un grand collectionneur et qui vit à Merelbeck. Donc il y a une collection assez importante. Marc, c'est bien pour toi qu'il soit collectionneur. Ah oui, c'est très bien. Donc on s'est retrouvés, je sais plus, une année j'étais allée visiter quelques galeries à Bruxelles, et une galeriste m'avait dit « Mais est-ce que vous connaissez le grand collectionneur Francis Debert ?» Donc je lui ai dit non, pas spécialement, pas du tout, mais où vit-il? Alors elle me dit près de Gand. Alors je lui dis justement, j'ai de la famille à Gand. Et donc j'ai écrit à Francis, et depuis ce temps, nous sommes très proches. Et on essaie de reconstruire comme ça, de construire notre arbre généalogique. On n'a pas trouvé le lien, l'amorce encore. Mais, donc l'école des Beaux-Arts d'Amiens. L'école des Beaux-Arts d'Amiens durant 2 ans. Et ensuite, il fallait donc poursuivre dans une autre école. J'étais très impliquée. Vraiment, j'ai pris... la bonne élève. Non, pas la bonne élève, parce que je refusais déjà beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas, de manière comme ça toujours très peut-être naïve, en tous les cas c'était des vraies décisions, mais concernées vraiment, j'ai pris ça comme un cadeau, on va dire. Donc j'ai tenté ensuite le concours pour poursuivre aux Beaux-Arts de Rouen et aux Beaux-Arts de Paris. Donc les Beaux-Arts de Paris m'avaient été fortement déconseillés, on me disait que c'était une école plutôt académique. Et moi qui refusais plutôt l'étude du modèle vivant, des choses comme ça,
j'ai quand même tenté, et donc j'ai été reçue aux Beaux-Arts en ayant eu 1 sur 40 au modèle vivant. En revanche, j'avais déjà, alors peut-être une sorte de maturité, donc j'avais déjà, on va dire, un dossier personnel. Oui, parce que tu ne sortais pas du bac, donc tu avais déjà... Donc quand je suis rentrée à Paris, j'avais 22 ans. Et qui est-ce qui, dans cette époque-là, comme professeur ou comme mentor, t'ont particulièrement marqué? Alors, donc il y a un professeur qui m'a particulièrement marqué et avec qui je suis toujours proche aujourd'hui, c'est Pierre Duraglio. Pierre Duraglio, une des figures, on va dire, et, dans la périphérie de support surface. Oui. Non, ça a été une véritable rencontre. Donc, j'avais, en arrivant aux Beaux-Arts de Paris, on va dire, un travail. Donc, je refusais déjà le support, par exemple, toile. J'étais déjà dans la peinture. Un travail assez épuré, mais quand même dans la couleur, dans des formes plutôt abstraites. Et à la rencontre du Duraglio, c'est vrai que une économie est apparue assez naturellement. Donc, j'ai la couleur blanche, le rapport au palimpseste. Le rapport à l'écriture aussi est devenu manifeste au sein du travail. Donc c'est vraiment suite à cette rencontre. Alors, je vais passer une première image. Ah oui. Elle peut surprendre, j'espère. Elle est en fait à la une, on va dire ça comme ça, du dossier d'artiste. Vous savez, tous les artistes constituent un dossier. Voilà, c'est l'image, je dirais presque, de l'identité que tu veux donner quand on reçoit ton dossier. Alors évidemment, ça peut un peu décontenancer, mais en fait, elle parle beaucoup, cette image. Parce que quand on la regarde bien, on voit d'abord un fond blanc, tu as parlé déjà du blanc tout à l'heure, et on voit qu'il y a des aspérités, sinon des percées, d'autant plus qu'il y a cet outil tenu, non pas entre les mains, mais entre tes pieds. Alors je me suis dit finalement, tu as mis cette image avec tes pieds nus parce que, bon, tu es Picarde, la baie de Somme, c'est tout ton univers, et puis finalement, c'est dans la logique identitaire, géographiquement parlant. Et puis cet outil, il vient donner du sens par rapport à l'idée de perforer. Et ça, c'est important. Enfin, alors, je voudrais juste que tu me dises, en fait, en livrant cette image d'emblée, comme ça, à la page, à la une de ton dossier d'artiste, qu'est-ce que tu as voulu faire passer? En fait, cette photo me plaît particulièrement parce qu'elle est assez équivoque. Déjà, elle m'amuse, en fait, c'est déjà ça. On ne sait pas très bien ce que c'est que cette matière blanche. Enfin, moi, je le sais. Enfin, oui. En fait, c'est du polystyrène. Donc, et en même temps, il y a peut-être une évocation comme ça de quelque chose de naturel. Les pieds, alors c'est vrai que il y a une implication de l'ensemble du corps dans toute la recherche que je mène. Alors je travaille rarement avec les pieds nus, mais sur ce polystyrène, la petite bille, c'est vrai que je travaillais vraiment les pieds nus. Et alors cet outil en fait est un cadeau. En fait, on m'offre beaucoup d'outils en tout genre. Donc celui-ci sert normalement à boucharder, c'est-à-dire à aérer le béton quand il est encore humide. Et il lui manque pas mal de petites dents. L'ensemble de l'image représente la matière en partie déstructurée. Donc, mes pieds, donc quelque chose de très primaire, mais un rapport comme ça au sol, et cet outil qui est quand même central et très symbolique. Je crois qu'en effet, ça donne d'emblée le ton, je dirais, de ton rapport à l'œuvre, dans cette qualité d'immédiateté, de violence, de rugosité peut-être même, en tout cas quelque chose aussi qui est à un état, je ne sais plus, tu ne l'as pas qualifié tout à l'heure, mais premier, pas primaire, parce que je pense que ce serait péjoratif, mais peut-être primordial, je ne sais pas. En tout cas, d'emblée, ça cale quand même le propos. Tous les mots qu'elle a utilisés depuis que nous avons ces micros dans la main sont riches de sens quand vous allez parcourir le travail que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez peut-être vu au Palais de Lille, et je vous y invite, moi j'y suis allé tout à l'heure dès que je suis descendu du train, évidemment, pour voir ce qu'elle avait fait, très intéressant.
il y a dans ton histoire un moment quand même qui a duré longtemps et qui est très important et qui va résonner à l'esprit de notre auditoire parce qu'ils l'ont connu, en tout cas ils ont connu le travail, c'est que, comme il en arrive souvent, ça arrive souvent, au début d'une carrière, il faut gagner sa vie et un certain nombre d'artistes, par exemple, tu me corrigeras si le qualificatif n'est pas bon, joue le rôle d'assistant. Et toi, tu as été l'assistante pendant, tu vas le dire, je crois une dizaine d'années, de Pierrette Bloch. J'avais eu le grand honneur de pouvoir la présenter dans une exposition qui s'appelait L'ivresse de l'absolu, à la Fondation Salomon il y a déjà quelques temps, au château. Femme absolument remarquable qui donc nous a quittés il y a déjà quelques années. Et tu as été son assistante. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire comment c'est advenu, qu'est-ce que ça a impliqué dans ta réflexion, comment ça a impacté potentiellement ton travail, puisque ce qui qualifiait fondamentalement le travail de Pierrette Bloch, c'était le point. Et que toi-même, tu le dis, que ce point, qu'il soit en creux ou en relief, hein, c'est comme une écriture et une percée pris dans une gestuelle répétitive. Le point, tout à la fois précis et hasardeux, il est le geste minimal qui construit un ensemble. En creux ou en relief, il est la marque unique appliquée à une surface. Le point est un trou qui pique, perce, érode les supports. Il est aussi l'entité de base d'une écriture singulière, le braille. J'utilise le point, dis-tu, selon ces deux acceptions, accro et caractère. Donc, parle-nous de manière synthétique de cette période qui a duré 10 ans. À peu près 10 ans, je ne sais pas exactement, mais environ. Oui. Lorsque j'étais donc étudiante aux Beaux-Arts de Paris, j'avais déjà à l'époque, je menais déjà un travail, je dessinais en fait sur des cahiers, des petites mailles donc à l'encre de diverses couleurs. Et donc j'ai environ aujourd'hui toujours une dizaine de cahiers. Et donc à l'époque, je cherchais un travail pour gagner des sous. Je travaillais déjà chez Marité François Girbeau, dans l'univers de la mode et du vêtement. Et bon, j'en avais assez pour plusieurs raisons. Et c'est Buraglio qui m'a parlé de Pierrette Bloch et qui m'a dit qu'elle recherchait un ou une assistante. Et il a pensé à moi spontanément puisqu'il y avait déjà ces mailles qui étaient présentes. Donc la rencontre s'est faite comme ça, entre nous trois, j'ai envie de dire. Donc je suis allée dans son atelier dans le 14e et la relation a été immédiate. Il y a eu une attention particulière, l'une pour l'autre, et donc un chemin a vraiment démarré ensemble et s'est poursuivi pendant de nombreuses années. Donc j'étais vraiment son assistante, c'est-à-dire que je l'accompagnais dans ses expositions. Sinon, je la rencontrais environ 3 après-midi par semaine dans son atelier. Donc je pense qu'elle avait besoin d'une présence, alors, en l'occurrence ma présence, pour vraiment se mettre au travail. Je pense que ça faisait partie de quelque chose de vivant. Donc c'était des moments assez légers et en même temps d'extrême concentration. Donc je crois que j'ai trié des milliers de fois les mêmes diapositives. Il n'y avait pas non plus énormément de choses à faire, mais voilà, c'était une relation comme ça. Nous parlions de nos lectures, de cinéma. Donc à aucun moment je ne suis intervenue dans ce travail plastique, jamais évidemment. En plus, ça se tient vraiment sur très peu de choses. C'est un travail bâti quand même sur la lenteur. Donc j'étais plutôt spectatrice de tout ce qu'elle faisait. Je crois que j'ai énormément regardé, observé. Et nous avons passé beaucoup de temps à trier ces dessins, à essayer de les mettre en scène, de les combiner les uns par rapport aux autres. Et c'était aussi dans le cadre, par exemple, de chaque exposition, je préparais les maquettes, on mettait à échelle les dessins. Donc c'était un échange autour du travail et autour de la vie. Et est-ce que, dans l'inverse, si je puis dire, elle s'intéressait à ton travail? Elle s'y intéressait, mais sincèrement pas plus que ça, mais elle était curieuse quand même de savoir ce que je faisais, mais elle était quand même déjà à l'époque, même si elle connaissait beaucoup de monde, Pierrette assez isolée. Donc elle me demandait comment ça se passe à l'atelier, mais pas davantage.
Si ce n'est que quand elle a exposé pour la première fois à la galerie Franck, donc Franck Elbaz, donc ça m'a permis aussi de le rencontrer lui, et une année plus tard j'ai fait une exposition à la galerie Franck. Donc ça a été grâce quand même là, au soutien de Pierre Bloch, bien sûr. Mais, et quelle dette aujourd'hui dirais-tu que tu lui as? Essentiel. Enfin, sans ces deux rencontres, alors aussi bien Pierre Buraglio que Pierrette Bloch, enfin, j'aime à le dire puisque je ne ferais pas ce que je fais, donc c'est vraiment essentiel. Et quand je travaillais, quand je collaborais avec Pierrette Bloch, j'ai énormément travaillé de mon côté. Donc j'étais à l'époque quelqu'un d'assez silencieux, moi-même aussi en retrait. Donc c'est là où j'ai construit tout ce qui se passe, voilà, la racine du travail, elle s'est faite à ce moment-là. Donc ça, c'est rien que pour ça. C'est énorme. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est évidemment de découvrir maintenant le travail de Dominique. Une première séquence, j'aime beaucoup ce terme de varia, qui est un terme qu'on utilise beaucoup dans les récapitulatifs bibliothécaires. Quand on ne sait pas classer, on met varia. Et j'aime beaucoup ça. Donc là, justement, je vais vous faire défiler dans un premier temps un certain nombre d'images pour que vous rentriez dans l'univers de Dominique Debert. Et puis ensuite, eh bien, nous prendrons le temps de la réflexion, de la discussion, de l'analyse, en 4 séquences, je crois. Il y a 4 séquences qui interviennent. Et de la sorte, eh bien, j'espère que vous allez découvrir ce qu'il en est, pénétrer ce travail, toute la subtilité aussi et la radicalité de ce travail. Par exemple, une première expo, une première image que j'ai prise, ça traverse le temps mais avec des saccades, hein. On n'est pas là pour faire quelque chose dans le continuum chronologique. Alors voilà, une première expo au Frac Picardie, une installation avec des dessins sur calque de 96. 96, c'est l'époque où tu travailles chez Pierrette. C'est l'époque où je travaille chez Pierrette. Parce que quand j'ai vu, alors on voit, hein, j'ai pas fait un focus dessus, sinon ça aurait été flou, mais on voit bien qu'il y a des éléments de jeu de transparence avec des opalescences, ou bien au contraire des taches plus fortes. Et donc c'était des feuilles de calque polyester, et le point de départ était un livre que j'ai conçu, qui s'appelle l'Encyclopédie. Donc c'est un livre d'assez grand format, environ A3, et c'est des rencontres. En fait, j'ai cherché 5 mots dans le dictionnaire dont je ne connaissais pas la définition, mais qui traitaient de rencontres entre les êtres vivants. Je vais avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Le livre fera d'ailleurs partie d'un chapitre. Et elle vous en parlera puisqu'elle a créé une maison d'édition dans ce monde de la production, évidemment, artistique. Hein, je l'entends bien. Très important, c'est pourquoi j'avais justement mis en exergue ensuite ce livre général. Vous voyez comment elle peut utiliser le livre en le dépeçant. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi qui est caractéristique de sa démarche. Hein. Altérer, perforer, là, dépecer, mais peut-être pour mieux fouiller le dedans. Une autre proposition ici, exiltable en même temps, ce que j'ai cherché à faire avec cette séquence varia, vous montrer les différentes modalités de présentation ou d'exécution du travail, en fonction des supports. Mais tout ça, on va le retrouver de manière plus détaillée par la suite. Mais en même temps, vous voyez que j'ai mis, cette fois-ci, dans la légende, tous les éléments possibles. Hein, parce que la matérialité, c'est quelque chose de très important chez toi. On continue, un petit détail de cette chose-là, pardon, cette œuvre-là, excusez-moi, ça m'échappe. Ici, un travail qui n'est pas là non plus, sans me rappeler évidemment Pierrette, et une pièce qu'on avait accrochée sur le mur de la Fondation, notamment. Donc voici un détail, pour que vous puissiez en mesurer la forme liquide de l'encre. Là, c'était un report de la trame de la feuille. J'étais partie du mot report que l'on peut peut-être deviner tout en bas. Plutôt que de reporter la comptabilité, en fait, je reporte le dessin. C'était sur un livre comptable. C'était sur des feuilles comptables. J'avais un réservoir d'encre là-haut, et donc je tirais la ligne, mais dans un moment un
mauvais élèves, il y a des erreurs, des tâches qui arrivent, qui étaient plutôt bienvenues. Ici, un autre travail avec un papier cristal, la vie des animaux. Un mot là-dessus? Oui, alors c'était les livres avec des pochettes de papier cristal que l'on trouvait, qui avaient à voir avec le Télé 7 jours. Ça date, hein, donc on récupérait dans les Télé 7 jours, il y avait des portraits d'animaux au centre, donc on pouvait les extraire et les mettre dans ces pochettes de papier cristal. Donc moi j'ai démonté le livre avec les pochettes. Il y avait encore quelques noms d'animaux écrits au stylo bille. Donc voilà, donc j'ai gardé, c'est plutôt une évocation de la peau, du contexte, de là où vit l'animal. Une autre image qui met en jeu à nouveau des matériaux, elle en a déjà parlé, comme le polystyrène, alors désaltéré. Alors, désaltéré, en fait, c'est quand j'ai regardé sur Internet, en fait, il y a altéré à côté de mon dé qui est venu s'installer, je l'ai gardé. Et dé, je pense aussi, alors, en fait, je fais des gaufrages qui ont cette forme carrée. Et à un moment, je ne sais plus, je pensais à Mallarmé aussi, je la mets un peu au hasard. Voilà. Donc, à chaque fois, en fait, il y a quand même des petits récits, même si le travail reste assez simple dans son résultat, j'aime à me raconter des histoires. En fait, la genèse est assez complexe. Oui, toujours. En fait, oui, il y a des petits récits. Et le récit, lui, il advient par le biais de la matérialité. À un moment, il s'incarne, ce récit, mais par contre, on peut le retrouver dans le titre, mais sinon, je n'en parle pas toujours plus que ça. Mais ce n'est pas un récit qui est en amont de la fabrication. C'est un récit, tu ne vas pas chercher, tu n'as pas le récit avant, si? Ça dépend. Ça dépend. Oui. Là, il est arrivé, si, parce que là, en l'occurrence, il était quasiment avant. D'accord. Ça se donne parfois dans des constructions monumentales. Comme par exemple ici, donc à Brighton, en Angleterre. Et le matériau, c'est? Alors, c'est du carton. Enfin, ce sont des caisses en carton qui ont été conçues spécialement pour le projet. Donc, ils font 1 mètre sur 1 mètre. Parce qu'il fallait que les murs, les parois puissent tenir sur une telle hauteur qui est, elle, de 10 mètres. Donc, ce sont des cartons complètement ajourés. La perforation, elle se démultiplie sur toutes les faces. Et sinon, alors le titre La Route Blanche, en fait, c'est un lieu qui se trouve à côté de mon atelier, donc en Picardie. Près du Hourdel, il y a un blocos complètement échoué, il y a une route sableuse juste à côté. Donc on appelle cet endroit La Route Blanche. Et à côté du Hourdel, il y a un tout petit patelin qui s'appelle Brighton. Donc je me suis dit, je vais transporter la route blanche de Brighton, Picardie, à Brighton, Angleterre. Alors, voilà, pour l'exécution de tous ces premiers travaux comme ça, vus de manière un peu hâtive, tu l'as dit toi-même, tu fabriques toi-même tes outils, le plus souvent. Alors, en fait, je les fais fabriquer. Tu les fais fabriquer. Alors, tu les appelles des outils, et moi, j'ai envie de les appeler des instruments. Oui. Je pense que le terme est plus adapté, il est peut-être moins artisanal. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'était de faire un petit tour du côté des instruments, parce que j'ai relevé, par exemple, outil de ma passion. Vous comprenez pourquoi je parle d'instruments maintenant. Donc ça, c'est une lithographie, hein, que je trouve absolument étonnante. Je ne l'ai jamais vue. Hein. C'est dans tes dossiers où j'ai accumulé les infos dans mon ordinateur. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ça c'est magnifique, la planche des instruments. Donc c'est tu l'as faite il n'y a pas très longtemps. Je ne suis pas trop étonné que si tu fais fabriquer des outils, ou des instruments, peu importe, tu aies eu envie à un moment que ces outils soient dans la feuille, oui, compte tenu de ta passion pour le livre. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, je présentais mes outils en lien, enfin, dans les expositions, donc qui étaient liées avec les œuvres qui étaient présentées. Et rapidement, j'ai trouvé que c'était assez littéral et qu'on s'intéressait davantage aux outils plutôt qu'aux œuvres. Donc j'ai trouvé alors non pas une posture, mais je me suis dit que c'était peut-être plus pertinent de montrer les outils au sein de films, ou sinon par le biais du livre ou de la reproduction comme ça sur des grands formats. Donc c'est ce que je fais à peu près depuis 2012 justement. Tu l'as dit, tu les fais fabriquer.
Tu peux nous en dire un peu plus? Qui les fabrique? Alors, à l'origine, déjà, avant de les fabriquer, j'ai récupéré énormément d'outils. Dans les puces, dans les fermes? Dans les puces, alors oui, dans tout. Comme je vous le disais, on m'offre beaucoup d'outils à Noël. Ma panoplie d'outils. Rapidement, enfin, dès le début, je me suis servi d'outils chirurgicaux, enfin, liés à l'univers du médical. Donc, bistouri, scalpel, c'était vraiment les outils. C'est une vocation manquée ou quoi? En même temps, quand je travaille, j'ai l'impression de faire des petites opérations chirurgicales. Il y a cette idée comme ça d'inciser. Enfin, ce sont aussi les outils qu'on pourrait assimiler à la gravure, dans cet acte comme ça de creuser et d'ouvrir. Aussi les outils de jardinage, d'agriculture, les outils liés à la menuiserie, la maçonnerie, à la couture. Et un peu plus tard, donc c'était plutôt des outils pour la main, à part quelques bêches et compagnie. Donc j'avais un ami voisin, ferronnier, et ensemble on a conçu plusieurs outils, mais donc à mon échelle, enfin, à ma taille. Donc c'est là où on a conçu des échelles à 3, 4 pics, des roulettes, alors inspirées aussi d'autres corps de métier. Mais est-ce que les outils que tu fais fabriquer, tu les fais fabriquer avec une destination précise au moment où tu le fais? C'est-à-dire que tu te dis, tiens, j'aimerais beaucoup faire un travail avec une perforation, une altération de cette nature. Ah ben je vais faire fabriquer l'outil. Ou est-ce que tu fais fabriquer les outils et puis bah, tu as ton stock, là, ta panoplie, comme tu disais, et puis bah, à l'occasion, tu te sers de celui-ci, de celui-là. Comment ça se passe, la relation? Alors, ça dépend. Alors, donc j'avais fait quelques croquis, il m'en a réalisé 3, et là je savais quel en serait l'usage, donc c'était pour mes grandes plaques de polystyrène, et d'autres sont restés sans fonction pendant un certain temps. Donc, par exemple, j'ai un marteau-boule qui a une forme un peu d'œuf. Donc lui, il est resté comme ça, déposé comme ça à l'atelier assez longtemps, et un jour j'ai trouvé le support adéquat, et donc ça a engagé un type de geste. Donc les deux... Quand tu dis j'ai trouvé le support adéquat, c'est le hasard qui te l'a fait trouver ou tu l'as cherché? Je pense à Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Oui. Moi j'allais dire, je ne crois pas tellement au hasard, c'est pas ça, c'est que il faut être disponible et là au bon moment, c'est ce que je me dis tout le temps. Donc je suis comme ça, toujours à l'affût de nouveaux supports, de nouveaux outils. Donc je fais une récolte. Et à un moment, il y a, il y a trois notions fondamentales. Il y a le geste, il y a le support et il y a l'outil qui engage ce geste. Et ce qui prend du temps, c'est d'associer les trois. Donc il y a beaucoup d'expérimentation à l'atelier, mais à un moment, par exemple pour le marteau-boule, j'ai trouvé un carton sérigraphié noir de 400 grammes. Et j'ai frappé au revers de ce carton et il y a eu une déchirure sur le devant. Et là, j'ai compris que c'était tout à fait juste. Je crois que ça s'appelle des affiches. Des affiches. On va les voir tout à l'heure. Donc en 2005, je suis allée à Palerme, rencontrer une amie. Et donc c'était la période de Pâques et donc c'était les processions religieuses dans toute la ville. Et sortaient des églises posées sur des coussins les outils de la Passion du Christ. Sur un coussin, il y avait le marteau, la voile. On ne dit pas les outils dans ce cas-là, on dit les instruments. Hein. Alors, je sais. Les instruments de la Passion. Oui, les instruments dans toute la peinture. C'est vrai, tu as raison. Non, les instruments. Ouais, les outils, c'est réservé aux. Ah oui, c'est vrai, ça. Oui. Donc, je t'ai coupé, mais parce que j'aime les mots. Précis. Moi aussi. Donc alors j'ai vu vraiment des affinités avec mes propres instruments. Non, c'est pas possible. Je plaisante, voilà. Voilà. Donc je suis retournée ensuite à Palerme, au moins 7 ou 8 fois. J'ai travaillé avec le Centre culturel français et aussi avec des artisans qui vivaient à Palerme et ensemble on a conçu plusieurs outils. Donc en se servant de l'architecture aussi de la ville. Donc les manches étaient comme ça très tarabiscotées, j'allais dire, mais voilà, des fioritures, enfin c'était des objets non pas simples alors pour le coup. De ferronnerie, tu veux dire? Alors de ferronnerie, mais il y a un menuisier qui m'a fabriqué les manches, alors eux, on était vraiment dans un style arabo-normand, donc voilà, assez excessif, c'est ce que je cherchais. À Palerme. Donc ces outils, et donc je les ai amenés en France, certains m'ont vraiment
belles choses, on va dire. Et d'autres sont restés sur le côté parce qu'ils étaient justement trop sophistiqués. Et aujourd'hui, la panoplie, elle est complète, ça y est, c'est terminé, ou bien tu ne cesses de trouver de nouveaux outils qui t'entraînent à de nouvelles propositions? Ah non, je cherche... Enfin, ils viennent à moi, mais je suis toujours à l'affût, en permanence. Alors, on peut imaginer que ce travail est très physique. Donc il y a une épreuve comme ça, une épreuve du corps. J'en parlais tout à l'heure avec l'image sur les pieds. Hein, l'implication du corps à l'œuvre, très important dans ton travail. Et si je montre cette image, c'est parce que je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Exactement. Donc que tu délègues le travail, c'est-à-dire que finalement, la leçon de Pierrette Bloch t'a conduit toi aussi à avoir des assistants. Alors, donc ce n'est pas la même forme d'assistanat, puisque je travaille en particulier avec ma sœur, qui est présente là ce soir, donc Anne. Depuis cette installation assez conséquente à Brighton, donc en 2005-2007, à l'époque j'avais vraiment besoin d'un soutien, une sorte de maître d'œuvre, donc elle m'a accompagnée pour la première fois, et depuis cette date, nous travaillons régulièrement ensemble, mais aussi bien dans la conception des projets. C'est-à-dire, comme je le dis souvent, elle est un prolongement à la fois de mon cerveau et de mes mains. C'est une affaire de famille? Alors, c'est devenu une affaire de famille, voilà. Donc c'est une complicité familiale, ce qui n'était pas évident au départ. Oui, c'est une belle rencontre, mais avant on ne s'entendait pas si bien que ça. C'est le travail qui nous a réunis et c'est une belle aventure. Donc là, en effet, on aperçoit, donc c'est un travail parfois à 4 mains, voire 6 mains. Et là, l'outil est un trocard. C'est quoi un trocard? On s'en sert toujours aujourd'hui, aussi bien les vétérinaires que certains chirurgiens, pour faire des ponctions. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas trop. Donc, le bout est une sorte de pointe triangulaire qui rappelle un peu l'écriture cunéiforme. Le rapport à l'écriture, le rapport au livre, le rapport à l'outil, l'instrument de la passion. C'est vraiment passionnant ton travail, je dois reconnaître. Parce qu'il y a encore aussi une autre manière, tu fais appel effectivement à des gens pour fabriquer des outils. Alors tu as même fait appel à une artiste que j'apprécie au demeurant beaucoup, qui s'appelle Karine Bonneval, et qui développe tout un travail, on va dire, si je peux le faire simple, de prothèse, prolongement plastique du corps. En tout cas, tu as commandé, comment ça s'est passé? Une paire de chaussures avec je ne sais pas quoi comme élément qui vient marquer le support. Parle-nous de ça. Donc à l'époque, elle travaillait chez Berluti aussi. Ah oui, évidemment, alors ça va me coûter cher. Mais en fait, j'ai peut-être une manière de faire des chaussures qui ne sont pas signées Berluti, mais qui sont pas mal. Donc, non, mais alors Karine, elle a fait les beaux-arts, les arts déco de Strasbourg. Donc elle est art décoratif. Extrêmement manuelle, vraiment. Très bon. Vraiment, oui. Donc aujourd'hui, elle est plus sur la question art et sciences. Mais voilà. Donc là, il y a une dizaine d'années, alors franchement, je ne sais plus comment j'ai rencontré Karine, mais donc je lui ai passé commande de cette paire de bottines. Comment l'idée lui était venue? On a dû se rencontrer, tu sais, lors d'une soirée. Elle a dû me parler de et tu avais une espèce d'envie de danser sur ton support? De piétiner? De piétiner, oui. Qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce que tu as contre les supports? Qu'est-ce qu'il y a en toi au plus profond là, qui fait que tu piétines, tu pompes, tu pointes, tu déchires, C'est peut-être un peu comme un truc comme les enfants. Comme les enfants qui aiment bien faire comme ça des petites bêtises. Non, mais il y a ce côté de ne pas contrôler. Il y a une part assez ludique, mais il y a une part aussi de faire un médicament. Aussi quand même. Alors, énormément au début. Quand j'ai commencé, je pense qu'il y avait quelque chose de très expiatoire, assez pulsionnel, qui s'est sophistiqué au fil du temps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le travail devient en partie assez précieux. Mais il y a toujours un moment effraction du support, donc il y a toujours quand même cette violence. Donc, selon l'emploi de l'outil, c'est plus ou moins manifeste. Mais oui, ça fait du bruit. Qu'est-ce que tu cherchais à expier? On ne peut pas... Tu peux pas répondre?
Non, mais tu n'as pas peut-être toi-même la réponse. Je pense que je l'ai en partie, mais peut-être que la réponse même est d'ordre même psychanalytique. Qu'est-ce qu'elle a mis là comme semelle? Alors, ce sont des bottines en couleur chair, où en fait il n'y a aucun talon. Alors, c'était une des pratiques, on va dire, de Karine, qui avait conçu une sorte de prothèse au niveau du creux du pied, ce qui fait qu'on pouvait marcher sans talon pendant un certain temps. Et elle a mis des petits tubes qui gaufrent la surface juste au-dessus de la plante. Donc je pouvais rester avec 10 minutes. Alors aujourd'hui elles sont quand même plutôt en mauvais état, mais il y avait quelque chose aussi assez visuellement de l'ordre de l'animalité quand je marchais sur les supports. Donc c'est plutôt un froissage comme ça du papier. Là je vois rien de ce que je fais, alors ça c'est toujours très important, l'outil c'est ça aussi. Soit l'outil est parfois mal fagoté, sinon il est un peu lourd, il est toujours un peu encombrant. Donc je ne vois quasiment rien de ce que je fais. L'intention est d'aller plutôt vite, c'est plutôt l'énergie qui compte au détriment volontaire, on va dire, d'une composition. D'ailleurs, quand c'est trop composé, c'est plutôt raté. Et est-ce que ça entraîne qu'il y a beaucoup de déchets? Alors, ou est-ce que finalement les déchets, tu les recycles? Je recycle les déchets. En fait, il y a une limite à trouver dans la fracture du support. Si c'est complètement détruit, c'est raté, donc ça va dans un stock poubelle. Il faut ouvrir, il faut trouver le juste milieu, c'est ce qui n'est jamais très simple. Donc je ne quantifie pas, mais je recycle après. Là, ça va. Alors on va entamer la séquence que je vais intituler tableau, dessin, objet. C'est une formule comme une autre, ça renvoie évidemment à des idées, à des concepts précis qu'on a tous dans la tête, parce que finalement ce ne sont ni des tableaux, ni des dessins, ni des objets. Au moins c'est plus clair, mais ça nous permet de mettre une espèce de catégorie. Et alors à ce moment-là, on trouve par exemple de grands formats, hein, puisque vous voyez 196 par 150 et avec une épaisseur évidemment. Donc ici carbone, couleur, collage, impact des cartons blancs. Quand tu t'engages dans la réalisation de ce type de travail, comme on va le voir de manière déclinée dans la suite, tu sais où tu veux aller au préalable, ou bien tu te laisses porter par la situation, par le moment? C'est plutôt la deuxième situation. Donc je me laisse porter par le moment, complètement. Par contre, je sais à peu près quel type d'outil je vais utiliser. En revanche, là, oui, il y avait des chignoles, une chignole du papier carbone. J'avais collé une photocopie de main. Et après, je vois quasiment rien de ce que je fais. Souvent, je travaille au dos en plus du support, donc je ne sais même pas toujours ce qui va devenir le recto, le verso. Et là, c'est un plan donc, qui est plutôt, on va dire, un tableau. Mais les bords sont pliables, donc ça peut devenir aussi un couvercle. Voilà. Donc il y a plusieurs possibilités, ce sont des modules. Et alors, je travaille par pile, c'est ça. En fait, il y en avait d'autres en dessous. Donc souvent, j'enlève le premier plan carton, c'est le deuxième que je retravaille. Donc donc tu rentres dans la notion de la série. Oui. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en série. Beaucoup, énormément. Et comment tu qualifierais plastiquement le résultat? Est-ce que tu cherches à ce que cela dessine quelque chose qui renverrait dans l'esprit du regardeur, et en toute liberté de cela bien sûr, à une possible, entre guillemets, image nommable, ou au contraire, c'est vraiment l'ouverture complètement vers quelque chose d'abstrait au sens le plus puissant du mot? Donc c'est plutôt de l'éclatement, on va dire, sur toute la surface, enfin sur et dans l'intérieur du matériau. Je suis plutôt en quête, on va dire, de quelque chose de l'ordre de l'illimité, dans tous les sens du terme. Allez, essayer plutôt d'aller voir ce qui se passe derrière.
Alors je ne me considère pas vraiment comme abstraite, bien que je suis plutôt dans un rapport, on va dire, de défiguration. C'est plutôt cet état d'esprit, et plus je regarde l'ensemble de mon travail, plus souvent je peux passer quand même, parfois il y a des évocations d'images qui sont complètement assumées, surtout par le biais du livre, par exemple. Par exemple, un autre exemple, hein, je vais en faire défiler 2 ou 3, carbone vert ou carbone, je ne sais pas, j'ai peut-être fait une erreur de lettre, là. Donc, petit format, donc, qu'est-ce qui t'intéresse dans le papier carbone? La duplication. Oui. La duplication, mais c'est le carbone lui-même qui est dupliqué. Donc en fait, je duplique des perforations sur le papier carbone. Alors je travaille toujours, il y a toujours cette question de pile. Donc là, c'était avec un stylet qui devait traverser une dizaine de papiers carbone. Donc ça se veut, on va dire, peut-être malicieux, c'est-à-dire plutôt de me servir de l'encre du carbone. Je me sers de la piqûre. Et puis le carbone ne devient plus une matrice, mais devient un original. Irrésistiblement, quand on regarde ces images, et notamment celle-ci, on ne peut pas s'empêcher de penser à Cosmos. Et si je le fais plus platement, ciel étoilé. Est-ce que en amont, dans tes intentions, dans ton projet, dans ce qui te motive, il y a la tentative de suggérer un espace? Complètement. Alors, je me suis jamais dit que j'allais engager quelque chose de l'ordre de l'ouvert ou du cosmique. Je serais plutôt dans le labour. Oui, t'es picarde, ça c'est sûr que l'agriculture s'impose. Je regarde plutôt comme ça. Alors, je suis une grande fan des films de Bruno Dumont. Vraiment, c'est quelqu'un qui entre dans la terre, donc je suis très sensible à ça. Mais alors donc toi tu viens de nous donner une... Non mais c'est très intéressant parce que tu viens de nous donner une indication. Personnellement je ne l'avais pas... vous ne l'avez pas vraiment perçu. Effectivement, le fait de ton identité picarde fait que tu es plutôt dans le labour que dans l'extase des cieux étoilés. Non mais c'est vrai que je suis aussi dans un espace complètement ouvert, donc je saisis très bien ce que ça engage. Mais je vois de l'ouvert dans la terre et dans la matière. Quand tu donnes à regarder, par exemple, ce type d'image, voir celle-ci, par exemple, hein, une autre forme de carbone, pourquoi pas celle-ci, avec une implication picturale, avec cette idée de braille, évidemment, ou bien celle-ci, par exemple, quand tu le donnes à voir à l'autre, qu'est-ce que tu attends du regard de l'autre? Qu'est-ce que tu escomptes de son regard? J'attends qu'il regarde avec les yeux, mais il y a évidemment quelque chose de l'ordre de l'haptique, donc vraiment une convocation de l'ensemble du corps. Donc ce n'est pas regarder uniquement avec les yeux, les mains, mais c'est une réaction sensible, mais qui traverse le corps. Bon, là c'est un peu particulier puisqu'il y a un regard assez prégnant au centre, donc j'étais partie surface, je pensais au voile de Véronique ou la Sainte Face, hein, c'était vraiment... et c'était aussi le regard troué, le regard aveugle, donc c'était un retour sur soi, enfin une sorte d'intériorité. Il y avait vraiment cette idée de regarder dedans. Donc ça frise des problématiques de l'intime. Ça me semble juste, plus que juste, c'est toujours ce rapport d'extériorité, donc ce rapport d'extériorité, d'altérité, et à un moment quelque chose de très intérieur, donc comme tu le dis, de très intime. C'est-à-dire faire résonner dans l'intimité de l'autre des entités abstraites qui vont le faire en quelque sorte réagir, vibrer. Peut-être une volonté comme ça de quitter l'apparence de la surface pour quelque chose en effet de plus. Alors si tu quittes l'apparence, c'est que tu quittes l'apparence, tu quittes l'essence. Alors c'est un mot très important, l'essence. Moi je disais origine, mais je pense que c'est plutôt l'essence qui m'intéresse, l'essence. Aussi bien par le biais du matériau,
sachant que c'est un leurre, peut-être que... Comment ça? Je pense qu'essayer d'être sur cette question de l'essence ou de l'origine, ça me semble très difficile à obtenir par le biais de la peinture. Je tente de l'évoquer, de le manifester, mais ça arrive comme une faille ou une béance. C'est terrible, je suis en train de penser à quelque chose qui est, en t'écoutant, qui me perturbe complètement. Je pense à Pierre Bloch, dont je voue à son travail une admiration totale, et tu es en train de, non pas de la remettre en question, parce que je crois qu'on n'y arrivera pas, mais à m'interroger sur le problème de la représentation. Et je me dis, mais finalement, le travail de Pierrette, lui, il est beaucoup plus de l'ordre de la représentation. Et toi, tu es beaucoup plus précisément dans cette procédure, dans ces procédures, du côté de quelque chose qui est plus indicible. Et qui rejoint évidemment l'intime, notamment, mais oui, qui va chercher cette question de l'essence, fouiller la matière sans rien révéler finalement. Je le vois comme ça, oui. Alors, en lien avec le travail de Pierrette Bloch, c'est un travail beaucoup plus bavard a priori et beaucoup plus chaotique dans le parcours, mais j'ai le sentiment de répondre aussi à mon époque, d'être comme une éponge là, qui capte aussi bien dans l'univers de l'image, tout grouille. Donc voilà, je rebondis sur différents événements que je vis, alors que Pierrette c'était beaucoup plus concentré, c'était hors captation comme ça de l'extérieur. Mais en effet, ce rapport dont tu parles de représentation, oui, ça me... Oui. Enfin, j'avais jamais pensé sincèrement. Alors que Pierrette se représente, c'est une abstraite, on va dire, extrême, mais on pourrait en parler de cette question. Toujours. Alors, j'ai retenu cette image, peut-être uniquement parce que j'aime beaucoup ce mot de macule, qui est cet objet qui, dans l'imprimerie d'une époque qui n'était pas numérique, servait à emprunter entre deux feuilles imprimées l'encre avant qu'elle sèche. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était aussi de faire voir des éléments qui procèdent comme ça d'une espèce d'organicité. D'autant plus que là, tu utilises la paraffine. Oui. Quand même un élément pour le moins organique. Donc là, ce sont des essais d'impression que j'ai récupérés chez un imprimeur avec qui je travaille régulièrement. C'était lié à un petit bloc-notes de format A5 que j'avais réalisé. Mais avant que les feuilles ne soient massicotées, donc j'ai récupéré comme ça tous ces essais. Et donc sont représentés, on va dire, des petites taches roses. Donc je joue aussi avec le mot macule, d'une tache sur la peau et aussi voilà, les essais d'impression. Et là, alors, j'interviens au revers de la feuille. En fait, je révèle la tache rose qui est derrière par cette tache de paraffine et j'y ajoute comme ça des petits cercles au stylo bille rouge. Donc ça devient des sortes d'îlots. En effet, comme c'est rouge, en plus très très organique. Tu es toujours dans une espèce d'alchimie matérielle. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup à l'atelier, beaucoup d'essais. Depuis quelque temps, je tombe juste assez rapidement, mais j'ai eu des moments de labeur assez longs. Et puis tu aimes bien tout ce qui est de l'ordre. Alors là, quel est le support? Alors là, c'est une planche d'album de timbre qui a été complètement démontée. Donc j'ai enlevé les petites bandes de papier cristal. L'ensemble a été strié avec une boulette de couturière et ensuite avec une seringue. Donc j'injecte de l'encre. Et quand tu fais tout ce que tu viens de nous raconter pour cette image-là, pour cette œuvre-là, est-ce que c'est programmé en amont? Non, il y a rarement plus de 3 actions. Donc on est dans un laboratoire, pas dans un atelier. Dans un laboratoire. Et puis s'il y a sérendipité, tout ça me convient parfaitement. C'est vrai qu'un ratage enclenche autre chose.
Donc souvent, je me dis en une journée, qu'est-ce que j'ai fait comme essai? Je peux avoir créé 30 situations différentes, donc ça va très très... Je me laisse aller... Qui te satisfasse pour la l'utiliser sur un temps plus long, une période plus longue. Donc parfois j'ai une réelle satisfaction du résultat, mais qui peut être rejouée un peu plus tard. Donc il y a des séries qui durent très longtemps parce qu'elles sont remaniées. J'ai des séries, même sur polystyrène, je sais pas, je mets du temps à être convaincue. Alors voilà une série qui s'appelle Altération, enfin ça fait partie de la série Altération. On va faire passer 2-3 images, vous allez voir. En fait, comme je vous disais tout à l'heure dans ce chapitre, j'ai failli à un moment l'intituler de manière plus générique « Icône ». Parce que il y a quelque chose de l'ex-voto dans ce travail-là où tu travailles sur des morceaux de polystyrène qui sont assez épais, donc qui ont du corps en quelque sorte, et quand tu en fais un accrochage qui est très, très réussi, très heureux de mon point de vue, et il y a quelque chose aussi d'une rythmique, par les couleurs, par le dispositif. On est dans effectivement quelque chose qui me rappelle ces murs couverts d'ex-voto. Donc au départ, je n'y pensais pas particulièrement, mais en plus c'est vrai que l'emploi par exemple, de couleurs irisées, brillantes, métalliques, peut-être ex-voto ou icône ou relique, on est aussi dans une question de reste, dans l'évocation d'anciennes tablettes. Il y a l'évocation du passé qui est là. Mais, les tablettes renvoient d'ailleurs à l'écriture. Complètement. Évidemment. Mais ce n'est mais en même temps, ce n'est qu'un artifice, c'est du polystyrène, vraiment ce qu'il y a de plus ingrat. Alors ça, j'aime beaucoup les supports ingrats, sans qualité, on va dire. Donc là, il y a un retournement de la situation. Donc je magnifie quelque chose qui au départ est un mauvais isolant. Donc là, en effet, ça change de nature. Comme j'aime à le rappeler, parce que je trouve que c'est tellement beau la langue française, tu es comme les futuristes italiens qui disaient qu'il n'y avait pas de matériaux nobles et de matériaux ignobles. Oui, tout à fait. Magnifique. Oui. Ce que tu viens de dire, magnifier. Effectivement, le polystyrène est un peu banal, trivial, sans intérêt finalement. Hein. Et tu en fais effectivement des icônes. Sinon des icônes, donc ce que j'appelle moi des tableaux, lorsque ici par exemple tu utilises un carton imprimé dans cette série Digression. Et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'objet, parce qu'on est dans le volume, je ne sais pas comment le qualifier autrement, de l'objet. Et là, tu utilises des bobines de papier. C'est des bobines de papier où tu les récupères. Donc, alors, celle-ci a été récupérée dans le nord de la France, dans une usine de broderie. Donc là, on revient à l'univers du textile. En fait, ce sont des rouleaux que l'on met dans les métiers à broder. Donc, ce sont des modèles jacquard. Des canevas, des tisseurs de canevas. Donc là, j'ai complètement modifié le dessin de départ. En fait, c'est un système de perforation, donc c'est binaire. Moi, j'ai perforé l'ensemble. J'ai rendu le dessin non fonctionnel. En fait, on ne peut plus s'en servir, sachant qu'aujourd'hui, ces rouleaux sont remplacés aussi par l'informatique. Donc, ils ont déjà perdu leur usage. Alors, rouleau et une œuvre qui connaît une deuxième version, puisque c'est cette œuvre-là qui est présentée actuellement dans la chapelle du Palais de Ville, mais dans une version différente. Donc là, ce sont des rouleaux toujours de papier perforé, et tu les doubles de velours au dos. Donc là, ce sont des rouleaux d'Orgue de Barbarie. D'Orgue de Barbarie, oui. pardon. Mais c'est quasiment le même système que pour les rouleaux jacquard. Donc ces rouleaux font environ 30 cm de large, sur une longueur vraiment variable. Dans un premier temps, en fait, je les cire, je leur passe au pinceau de l'huile et du vernis. Donc ils acquièrent une certaine transparence. Et je contre-colle derrière un velours rouge, ce qui amène dans un second temps cette couleur rosée, alors pour le coup très très épidermique. Et ensuite, ils sont criblés de multiples perforations. Si bien que tu les détournes totalement et tu annihiles
complètement leur fonction. En fait, je garde la graphie de départ, c'est-à-dire le dessin qui est troué, mais malheureusement bouché par le velours. Et reste simplement aussi des marques bleues qui servent au noteur, en fait. C'est encore une profession. Le noteur, c'est lui qui fait les petites perforations. Donc ces marques bleues sont un repère, et ici elles deviennent davantage comme une sorte de tatouage. Alors, cette œuvre-là, donc la voici installée dans la chapelle, telle que je l'ai photographiée tout à l'heure avant de vous retrouver. Et sur, cette fois-ci, un montant métallique. Alors tout à l'heure, c'était suspendu sur... directement de poutre, là, ou du mur. Voilà. Donc là, tu les as présentés d'une autre manière. C'est d'ailleurs une version différente, parce qu'elle a été... Oui, parce que là, ce sont des nouveaux rouleaux. Enfin, j'en ai gardé qu'un seul. Sinon, la structure, alors c'est important, mais... Alors, j'ai passé beaucoup de temps à trouver la forme du portant, que je voulais aussi comme une sculpture à part entière. En fait, c'est l'ensemble qui m'importe, mais vraiment l'acier, le papier associé. Donc là, ça me semble. Donc c'est de couleur bronze. Donc l'ensemble fonctionne, à mon avis, assez justement avec la couleur des murs dans la chapelle. Et le point de départ, en fait, c'est que quand je suis venue la première fois, il y a sur le côté à droite une pierre tombale avec des inscriptions. Donc ça a été le point de départ, c'est ce qui m'a donné le désir, voilà, de faire une sorte de contrepoint avec les rouleaux qui contiennent eux aussi du texte et de la graphie. Et alors, il y a une chose moi, qui m'a frappé, c'est que ces rouleaux de Varanary qui sont aujourd'hui totalement inopérants, muets, dans la chapelle, il y a une musique qui accompagne cette œuvre. Oui. Donc, petite turlutaine, en fait, c'est une chanson de Christophe. Aline, que beaucoup d'entre nous connaissent, mais qui a été transférée, en fait, la chanson, en fait, on peut la jouer à partir d'un orgue de Barbarie, donc qui a été transféré en carton perforé, donc c'est de l'orgue de flûte en do, voilà. Donc on reconnaît sans savoir toujours vraiment ce que c'est, mais ça amène une sorte, à mon avis, de légèreté à un ensemble plutôt dans cette couleur rosée, peut-être plus douloureux. Et un contexte de chapelle assez confiné, pour utiliser un mot à la mode. Et j'y vois dans cette couleur aussi un lien, mais je le dis dans un second temps, peut-être aux annonciations de Frangelico. Ça m'a semblé manifeste au moment où j'ai installé, je pense aux vêtements de l'ange, de la Vierge. Il y a un vieux rose un peu qu'on retrouve là dans les rouleaux. On va arriver à un chapitre qui s'appelle Livre et édition. Alors, il faut savoir que, en effet, avec un autre artiste, c'est bien ça, avec Denis. Enfin, sans faire l'historique complet. Les éditions Fréville. Les éditions Fréville, c'est le nom d'une commune qui se trouve dans la Somme. Qui se trouve à côté de mon atelier, qui s'appelle Fréville-Escarbotin. Fréville-Escarbotin. Donc, il y a environ une dizaine d'années, aujourd'hui nous sommes 5 dans cette maison d'édition. Dont Denis Pondruel, que vous avez vu à Tenon-les-Bains. Et avec Denis, donc, son voisin, on a échangé il y a quelques années en disant oui, on a des sous pour faire une édition, qui va-t-on contacter comme éditeur? Et on a eu un désir spontané d'une sorte d'indépendance. Et on s'est dit, ah tiens, Fréville, en plus à Fréville, il n'y a pas de bouquin, en plus il y a une belle sonorité. Donc ça a vraiment démarré comme ça. Et après sont venus s'associer d'autres artistes. On est une sorte de collectif. Un collectif pour éditer. Pour éditer, voilà. Donc vous éditez ce qu'on appelle des livres d'artistes? Alors on a plusieurs collections. On a une collection, ça a démarré par une collection qui est cette forme de bloc-notes que j'ai évoquée tout à l'heure. On a une collection autour de la recherche, alors plus de carnets d'artistes, ce qui se passe à l'atelier, tout ce qui est en amont de l'œuvre finalisée. Et sinon, on édite, prochainement on va éditer une monographie d'Heidi Wood. On édite régulièrement aussi des catalogues, mais en se posant la question du contenu du catalogue, quel type de texte on veut dans le catalogue, quel type d'image. Donc c'est aussi de la recherche. Et moi-même, j'édite au sein de Fréville. Denis Pondruel aussi, enfin chacun d'entre nous. Chacun a un compte d'auteur. Là j'en ai, voilà. Mais on pourra aller voir, si jamais vous voulez les voir, elle en a
a apporté. Alors, dans ce cadre-là, donc, je voulais vous montrer quelques éléments, mais qui sont... Alors, tu vas préciser si ce sont là des éditions, ou si ce sont plutôt des images qui sont en relation avec l'idée du livre. Oui, alors en fait cet extrait cahier blanc a pris sa première forme sous la forme d'un cahier justement. Donc j'avais élaboré un lutrin en bois qui était quand même de taille assez importante, donc 160 par 120, et nous devions tourner les pages pour consulter l'ensemble. C'était assez complexe, ça s'est fragilisé avec le temps, donc aujourd'hui il reste environ 3 cahiers, on va dire, de 6 feuilles. Mais alors, j'ai toujours aimé consulter tel un livre, enfin l'acte de feuilleter m'a toujours énormément séduit et j'ai toujours aimé. Mais j'aime aussi ce rapport au mur. Donc parfois je présente le cahier sur une table et aussi au mur. Enfin, j'extrais une feuille qui est présentée sur le mur. Il y a un élément que tu mets en exergue et que tu illustres par ta gestique, là, c'est l'importance du tactile dans ton travail. Oui. Voilà, bah justement, c'est vrai que ce cahier permet de toucher la surface. En fait, il y a le tactile et il y a aussi cette question de recto, de verso, de ce qui se passe entre les feuilles, de l'air autour. Voilà. C'est un volume. Donc tout ça est très important. Et le tactile, bien sûr. Ici, alors je l'ai retenu parce que je voudrais que tu m'expliques le titre. Comment faire un portrait d'exilé? En fait, j'étais partie du texte de Bertillon, Comment faire un portrait judiciaire, où justement il décrit Alphonse, voilà. Enfin, un portrait, mais à partir des défauts, les névus, tout ce qui fait les singularités, mais sous la forme de boutons sur la peau. C'est ça. Donc là, voilà, j'ai simplement changé portrait judiciaire par portrait d'exilé, dans la notion d'être mal dans sa peau, d'être en position d'exilé. C'était parti, ça vient de là. La question de la peau, elle est aussi... Oui, on vient de parler de tactique de toutes les manières, ça se joue, mais tout ton travail est autour de la peau. La peau et en particulier le subjectile, c'est vraiment ce qui fait le corps, c'est la surface qui est en parfaite adhésion avec ce qui se passe derrière ou dans toute son épaisseur quand les deux sont vraiment indissociables. Alors voici justement ce dont elle parlait tout à l'heure, c'est les affiches avec le marteau, donc une déterminaison avec une espèce d'œuf, hein, je crois que tu disais ça, et donc si j'ai bien compris, tu frappes au verso et ça crée des soulèvements de matière. Voilà. Sans que tu saches du tout ce qui va se passer, parce que tu ne le vois pas. Là, je ne vois pas. Alors, là, ça a plutôt été une satisfaction avec ce marteau-boule, parce que c'est vraiment très très simple dans la réalisation. J'aime assez quand c'est simple. Donc, la feuille est tournée, elle n'est pas très grande en plus de taille. Il ne faut jamais taper 2 fois au même endroit, ça fait un bruit énorme, franchement. Donc voilà, je couvre cette feuille et quand je la retourne, en fait, on est dans des failles vraiment très très infimes. Donc il y a, à mes yeux, énormément de délicatesse dans le résultat, en partant vraiment d'un geste très lourd, pour le coup premier. Oui. Donc cet écart important. Pourtant, je me disais aussi, tu viens de parler du bruit particulier. Tu n'as jamais été amené à enregistrer le son que font tous tes outils. Donc, tu t'es intéressé à cette matière-là. Donc ça, je le fais assez régulièrement. Il m'est arrivé d'intégrer le son, par exemple, dans des grands volumes de carton, donc des pénétrables, où le son était présent, et c'est le son qui avait permis comme ça d'élaborer les parois du carton. Autre en rapport avec le livre et l'édition, vous voyez cette page, on va dire, de filigrane, et ici le carnet. Voilà, c'est ce dont on parlait, cette collection bloc. Et un autre exemple, comment c'est distribué les éléments de Friville Édition? Alors c'est distribué dans le cadre de salons. Par exemple, il y avait un salon multiple Ardèze, MAD, et dernièrement à Romainville, donc Filmenco. Donc là, on est resté 3 jours. Donc on fait environ 4 ou 5 salons par an.
Sinon, sur le site, il y a un magasin en ligne. Et sinon, parfois... Ah, vous avez un site où on peut acheter les ouvrages? D'accord. Et des dépôts en librairie. Et vous les tirez à combien d'exemplaires? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, c'est quand même une fabrication absolument complexe qui pourrait peut-être se traduire par un seul exemplaire. Alors là, celui-ci, dont tu parles, c'est 1000 exemplaires. Celui-ci, c'est 1000. Alors lui, il a eu plusieurs histoires, mais... Alors, je le découvre. Ouais. Ah oui, Ah, j'ai jamais vu celui-là. Je le découvre, alors vous voyez, il est cousu, donc frustration totale. C'est incroyable, tout son travail est... Ah oui, alors, on peut quand même l'ouvrir là. Je crois qu'il était complètement cousu. Ah oui, d'accord. Donc là, ce sont des commentaires sur mes œuvres, mais ce sont mes propres commentaires. Donc ce sont des annotations. Mais écoutez, vous regardez ça parce que c'est quand même très intéressant. Quand on est un peu passionné de bibliophilie, je peux vous dire qu'on a envie d'avoir ça dans sa bibliothèque. Donc, un autre ici, extrait. Alors, on va faire peut-être assez rapidement. En fait, en 2016, voilà, cette monographie a pris forme. Donc, elle a été éditée chez Hermann. Donc, j'ai eu un moment de fierté quand je l'ai vue dans les librairies. Et en même temps, sincèrement, une petite déception. Je trouvais que les œuvres étaient en deçà, évidemment, de ce qu'elles sont en réalité, on s'en doute. Mais, je veux dire, dans leur reproduction, dans la reproduction, il y avait quelque chose de particulièrement lisse, un véritable écart à mes yeux. Donc je l'ai, sur le coup, plutôt pas très bien vécu. Donc je me suis dit, plutôt que de vivre ça comme un échec, je vais me servir de cette monographie comme support pour réaliser de nouvelles œuvres. Donc j'ai refotographié certaines parties de la monographie, donc certaines reproductions ont été à nouveau photographiées, elles ont été agrandies, elles ont été retravaillées, on verra peut-être après. Et surtout, il y a eu d'autres éditions qui sont venues alimenter la monographie première. Donc il y a eu au moins 5 phases. En fait, on est encore dans le recyclage. En fait, c'est sans fin. Oui, voilà. Donc là c'est la suite. Voilà. Donc là, en fait, c'est une amie qui est professeure d'esthétique, qui s'appelle Tania Vladova, qui nous avons pris le train ensemble durant une année, et sans bien connaître le travail, elle a pris des notes, et ça a donné lieu à un texte que j'ai dans un second temps découpé en plusieurs parties et que je suis venue illustrer. Donc c'est une autre forme aussi. Donc ça vient compléter la monographie. Et ce que je voulais, c'était que la partie texte soit équivalente à la partie image, parce que je trouve qu'on ne lit pas toujours les textes dans les catalogues ou rapidement. Donc voilà, il y a aussi une volonté que le texte soit lu. Donc il y a un objectif un peu didactique. Je me questionne vraiment sur qu'est-ce qu'on fait des livres, des catalogues, comment on les regarde, qui les lit, ça c'est vraiment une vraie question. Une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure dans ta biographie, c'est que tu es professeur à l'école des Beaux-Arts de Rouen. Voilà, donc j'enseigne depuis une douzaine d'années aux Beaux-Arts et maintenant plutôt autour de l'édition. Dernier chapitre que j'ai appelé structure, architecture, installation et qui vise simplement à mettre en exergue à travers tout ce que l'on a donc découvert de la démarche de Minnick, cette irrésistible propension à vouloir aussi être dans la dimension du construit, de l'architecture, peut-être même, je serais tenté de dire, de l'enveloppe dans laquelle le corps va se trouver. Comment c'est advenu cette idée alors ça s'appelle Illuminazione, c'était à la maison de culture d'Amiens, c'est la première architecture? Non, il y en a une autre, en 2004, c'était à Valenciennes, à l'âge du siège. À l'âge du siège, qui est un lieu d'art contemporain. Et comment tu peux en parler par rapport aux travaux qu'on a vus précédemment, qui sont plus mobiliers, comme on dit, que celui-ci, qui est évidemment plus architecture? Alors, régulièrement, quand par exemple j'ai une période de petit format, après j'ai envie du contraire, une période des grands. Donc,
Ça a démarré comme ça. Alors quand j'ai réalisé tous ces grands volumes, c'est quand j'avais un tout petit atelier à Paris, paradoxalement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois c'était réalisé sur place, donc sur projet. Donc, mais le premier essai a eu lieu donc à Valenciennes. C'est vraiment ce que je disais, j'étais plutôt dans un rapport de dessin, de peinture, et j'ai eu envie d'une immersion du corps de l'autre dans le travail. Ça a démarré comme ça. Donc j'étais partie d'un cul, mais qui évoquait davantage un blocos de l'extérieur, et à l'intérieur de l'extérieur, oui, et à l'intérieur un confinement beaucoup plus. Tu étais très en avance en 2007, un confinement. Les artistes sont des voyeurs. Et là, Illumination, c'est davantage un lien au souterrain qui se trouve dans la région de Picarde. Alors on en a des quantités qui s'appellent des muches. Donc il y a une expression d'ailleurs, se mucher. Se mucher, c'est vrai, vous m'avez appris ça quand je suis passé en Picarde. Donc il y avait un couloir fait de cagettes de fraises. J'avais choisi des cagettes de fraises parce qu'il y avait 2 trous derrière et ça évoquait déjà le regard. Donc il faisait plus de 10 mètres de long. Ouais. Et on arrive ensuite, alors je n'ai pas l'image, dans le cœur, on va dire. Donc il y a toujours un contraste entre cette dureté extérieure et cette sensation beaucoup plus douce, évidemment. Et là, on peut parler d'éblouissement, de quelque chose de très constellé à l'intérieur. Alors, autre dispositif, c'est celui-ci, où là, on retrouve les structures métalliques qui sont à la chapelle du Palais de Lille, dans cette façon, je dirais presque d'extension de ces matériaux, de les étendre comme on étend du linge d'ailleurs. Donc c'est aussi une tentative d'évoquer tout ce qui est de l'ordre du rotatif, de la mécanique. Voilà. Là, à nouveau, on revient peut-être au métier à tisser, au rotatif que l'on trouve dans les imprimeries. Et puis, quitter le mur. Donc, alors je me définis toujours comme peintre, donc je travaille vraiment des plans, mais j'aime... Attends, tu te définis toujours comme peintre? Oui, je me définis. Ah bon, t'es peintre? Ah oui, je suis peintre. Ah, c'est un scoop. Ah oui, non, mais j'ai toujours dit que j'étais peintre. Non, on ne savait pas que c'était de la peinture, tout ce qu'on avait. Ah oui, si, toujours. Mais pourquoi te définir comme peintre? Que je sache, tu n'utilises pas un pinceau, tu n'utilises pas une toile, et tu n'utilises pas des pigments. Mais j'ai toujours dit que j'étais peintre. Non, mais je ne veux pas t'interdire le fait, mais pourquoi tu choisis de te définir comme peintre? Alors déjà, j'aime ce côté très artisanal de la peinture. Donc, je peux dire que je suis peintre, mais je me sens profondément peintre. Je crois que je ne regarde bien plus la peinture que la sculpture. Et tout ce que je fais, c'est de la peinture. Même s'il n'y a pas le pinceau, d'ailleurs, des fois je m'en sers, mais bon, c'est cette filiation sur mon support surface. Alors, même quand les installations arrivent ou quand il y a du volume, j'associe en fait des plans ensemble qui vont amener du volume, mais à aucun moment je ne construis vraiment une forme. J'ai aucun sens de cela. C'est quoi un peintre? Un peintre, je pense que c'est vraiment ce questionnement sur justement son rapport à la surface. Voilà, un plan. Comment on advient? Qu'est-ce qu'il y a bien sur ce plan? Ça peut être un rapport à la couleur, mais pas spécialement. Toute une préoccupation sur la surface. Je pense que c'est la première chose. Mais est-ce que ça n'est pas aussi une préoccupation des rapports de la surface et de la lumière? Bien sûr, c'est vrai. Alors, une pièce que je n'ai pas eu l'occasion de voir, et je m'en veux un peu, parce que c'était quand même à Paris, paraît-il, le musée du Louvre, ça devait être une pièce absolument puissante, il me semble. Hein. Le papier à l'œuvre, comme tu l'as appelé. Donc en fait, ça a été une commande du musée du Louvre? Oui. En fait, le papier à l'œuvre, c'était l'intitulé de l'exposition 2013 qui était organisée par Dominique Cordelier et Nathalie Coural. Donc c'était un choix de dessin, mais choisi non seulement pour la qualité du dessin, mais pour le support à travers les siècles. Donc c'était dans la salle de la Chapelle, et moi j'étais invitée à intervenir soit à l'intérieur dans le lieu d'exposition ou dans l'entrée. Ça me semblait plus évident évidemment à l'extérieur. Donc j'ai proposé un écran papier qui est comme ça constitué de 3 lais. Donc c'était
c'est un papier très épais sur lequel j'ai appliqué comme ça des taches de paraffine et criblé de signes, alors pour le coup trocars, cunéiformes. Donc on apercevait la cour carrée, mais vraiment par transparence. Et il y avait quand même un dessin qui était le bâti de la fenêtre juste derrière. C'est pas trop compliqué de réaliser une œuvre dans le cadre de ce musée? C'était un privilège, mais non. Non. Et franchement, c'était plutôt réussi. C'est vrai que c'est un musée de peinture et puis que tu es peintre. Tu étais dans ton élément. Mais ça devait être une très très belle pièce, je n'en doute pas une minute. Oui. Alors ce qui m'intéresse encore, c'est de montrer 2-3 images d'installation. Oui, installation. Alors, quelle est l'idée quand tu... vous voyez, on retrouve les bobines qu'on a vues tout à l'heure, enfin les rouleaux ou les bobines perforées. Qu'est-ce que ça apporte en plus pour toi dans le fait de les installer comme ça sur cette structure, ou bien encore dans une autre forme d'installation, des rayonnages? Alors, bon, ça ne m'a pas surpris parce que le livre, le rayonnage, c'est important chez toi. Donc je les montre et puis après tu vas leur dire, voilà, là elle est en train de placer ces petits trésors, là, ces petites icônes magnifiques. Et encore, dernière image, pour que vous voyez bien, eh bien, vous avez là une vue de cette installation en rayonnage dans le cadre de l'espace du centre de ressources au Frac-Paca. Voilà. J'aime beaucoup cette image parce qu'il y a les livres derrière. Elle est emblématique, je trouve, de ton travail, même si on ne voit pas finalement sur cette image-là. Mais qu'est-ce que c'est? On a l'impression que tu viens là déposer, aussi bien avec les rouleaux dans les structures métalliques que là, tu viens là déposer. Là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'un geste religieux. Ah, tu vois ça oui, je n'y pense pas. Mais non, tu n'y penses pas. Non, je n'y pense pas. Mais je peux l'entendre. Je te tends une perche, je t'en fais ce que tu veux. Toi, c'est quoi l'idée? Moi, c'est alors... c'est mettre de l'ordre? Oui, c'est inventorier à ma manière, différents éléments, mais c'est surtout une façon de questionner à nouveau le plan. Donc c'est quand il quitte le mur, comment il peut trouver sa place dans l'espace. Et en fait, ça fait plus de 20 ans où je ne peux pas envisager de ne mettre que des choses sur le mur. Il y a toujours justement une table. Je pense que la table est arrivée pour investir aussi l'espace autour des murs. Donc c'est d'abord pensé comme ça. Sinon, ces rayonnages ont existé à cet endroit. Oui, parce que je voulais répondre au mobilier de la salle de consultation par mon propre mobilier. Donc c'est arrivé comme ça. Par contre, j'ai le sentiment que ces œuvres, une fois installées, il y a quelque chose de l'ordre de... C'est comme fossilisé. Donc c'est d'aujourd'hui. L'arrêt du temps. Je vois ça comme ça. Tu disais que tu n'étais pas sculpture, ou que la sculpture ne t'intéressait pas, mais finalement, on est quelque part aussi dans le volume, dans l'altérité de la sculpture. En plus, une sculpture très fragile, parce que si on comprend bien, ce sont des... Là, ce sont des modules, des cubes... qui sont de polystyrène, non? De polystyrène, oui. Donc là, les planches, c'est quoi? Du polystyrène. Ça tient, ça? Ah oui, ça tient. C'est pas collé? Là, si, c'était vissé. Ah, c'était vissé. Alors, on va terminer sous une forme pas publicitaire, mais presque, parce que je ne peux que vous inviter à venir à Thonon-les-Bains d'ici le 19 décembre, si j'ai bonne mémoire de... Et je voudrais vous montrer, parce que vous n'aurez peut-être pas l'occasion d'y aller, donc vous montrer ce que Dominique nous a proposé et a magnifiquement réalisé. Et je crois que ça synthétise d'une manière relativement évidemment condensée la démarche. Par exemple, comment le portail vitré de la chapelle de la Visitation qu'on a démonté est remplacé par ce qu'on peut appeler un moucharabier. Et c'est pour ça que l'exposition, je lui ai suggéré de l'appeler Percée de lumière, parce que c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse dans le travail. L'idée de la percée, dans cette façon dont elle nous a parlé de fouiller le matériau, d'aller derrière le matériau, derrière le miroir, hein, vous connaissez ça, l'expression. Et puis la lumière, parce que la lumière, c'est quand même l'ingrédient majeur pour un peintre. Même Soulages, enfin pas même Soulages, Soulages l'a porté au plus haut de l'outre noir.
Alors, ce qui est très intéressant à Thonon, et je lui rends grâce, c'est quand elle est venue, alors quand elle est venue, j'aurais dû mettre la photo là, sinon je n'ai pas pensé. Quand elle est venue cet été, au début de l'été, au vernissage de la précédente exposition, Anaïs de Lièvre, on ne voyait plus rien de la chapelle, elle était envahie totalement par l'installation invasive d'Anaïs de Lièvre. Et il y a une photo où on te voit perché sur un escabeau et en fait tu fais des photos des vitraux. Parce que tu as été particulièrement... Alors là, le peintre, là complètement, hein, le peintre a été sensible. Et ce qui est très intéressant, je te laisse dire un peu comment tu as conçu, car tu as fabriqué ces œuvres que l'on voit dressées dans la nef, spécialement pour te... Alors, donc quand je suis arrivée, c'était en juin dernier. Alors j'avais absolument aucune idée de comment j'allais investir le lieu. D'emblée, je savais que ce serait in situ. Ça fait plus longtemps que je n'envisage plus d'arriver avec des œuvres et de les déposer. Donc chaque lieu engage une sorte de réponse ou ma réponse. Et c'est peut-être lié en effet à l'installation d'Anaïs, parce qu'il ne restait plus grand-chose de visible. Si ce n'est les vitraux, enfin on va dire... Oui, qui étaient plus prégnants. Oui, très très prégnants. Oui. Et voilà. Donc spontanément, en fait, c'est ça. Alors, ce que j'ai peut-être oublié de préciser quand même, c'est que je travaille en ce moment avec un maître verrier. Il y a peut-être ça qui a interféré aussi. Qui s'appelle Jean-Dominique Fleury, donc c'est lui qui a réalisé les vitraux de Pierre Soulages. Et je travaille avec lui à partir d'un luminaire en ferronnerie qui se trouve à Kerguénec, où je suis en train de travailler 6 verres qui vont intégrer la ferronnerie. Je pense que ça va avoir aussi en effet, puisque ça date du début de l'année. Donc il y avait ces 8 vitraux, ça a été assez immédiat, voilà. C'est vrai que je suis sur ces questions de lumière, mais aussi de transparence. Voilà, ça c'est très très important. Donc j'étais aussi dans une période, comment dire, où je travaille alors avec des couleurs métallisées, irisées, donc qui ont un effet miroir, c'est-à-dire que la lumière nous repousse, et en même temps le fait de trouer la matière, on va au-delà. Donc il y a à chaque fois ce rapport comme ça de cette fraction et d'aller derrière. Donc là le vitrail c'était aussi une sorte de traversée, donc ça a démarré comme ça. Alors peut-être lié à la situation, en ce moment j'ai vraiment un désir de couleurs comme ça assez intense. Donc j'ai photographié certaines parties, mais plutôt des plissés, plutôt des éléments d'ornementation. Des vitraux. Des vitraux, pardon, des vitraux. Donc à aucun moment on ne reconnaît vraiment ce dont ça parle dans les vitraux, la vie de Saint-François de Sales. Voilà, donc c'est que des gros zooms comme ça colorés, que j'ai dans un second temps imprimés sur des cartons alvéolés. Ces cartons font 2,40 m et je les présente ici en forme de coin. Donc l'image est comme mise en retrait, complètement enfouie par une série de gestes exercés sur la surface. Donc à nouveau c'est piqué, on va dire c'est quand même meurtri, c'est attaqué, donc c'est plein de petits points blancs comme ça qui grattent le support. Parfois les alvéoles reviennent à la surface. Le tout est poncé, donc il y a des manques, il y a des restes. On sent qu'il y a une image derrière, on ne sait pas très bien d'où elle vient, mais il y a quand même des associations avec ce qui se passe plus haut. Et il y a ce désir aussi de descendre le vitraux à notre échelle et peut-être de l'humaniser. Alors le fait d'humaniser, en même temps, ça le fragilise. Voilà. Donc c'est ce face à face comme ça. Donc ces écrans, c'est des livres ouverts. Ce sont des livres ouverts, ce sont aussi des endroits à la fois de... On peut s'isoler, j'ai envie de dire. On peut s'isoler, oui. De recueillement, où il y a un livre qui m'avait marqué, je pense, c'est L'homme boîte de Kobo Abe, où c'est un homme qui vit comme ça en pleine ville, dans une boîte en carton faite de scotch. Donc il s'isole, personne ne le voit, il est vraiment... Par contre, il voit tout ce qui se passe. Donc ça, j'aime assez. Donc il y a peut-être ça. Alors, l'exposition se prolonge dans une salle qui était anciennement la salle des sœurs, c'est-à-dire la salle d'où les sœurs visitandines assistaient à l'office, sans qu'elles soient évidemment mêlées au public. Et donc pour cette salle, en dehors des, disons, des panneaux, des pièces qui sont sur le mur et qui sont des pièces comme on les a vues dans le parcours, au sol, tu as disposé
ces rubans, c'est... Oui, donc ce sont les rubans que l'on a aperçus tout à l'heure qui étaient de couleur rouge ou que l'on a retrouvés sur mes rayonnages eux-mêmes perforés. Donc là, ils sont dorés. Enfin, il y a deux couleurs. Il y a une couleur vraiment dorée et l'autre, c'est plutôt, on revient au bronze. Et alors là, c'était une référence, mais directe à une pratique exercée par les religieuses, qui était de faire des paperoles qui allaient ensuite dans des reliquaires, donc des petites bandes de papier de couleur dorée, qui étaient ensuite placées comme ça en volute. Donc, voilà, ça a été le point de départ. Et, voilà, donc c'est un ensemble comme ça de circonvolutions. On aperçoit aussi des trouées. Donc c'est un dessin au sol. En tout cas, ça sanctionne bien le fait aussi que, comme tu disais, chaque fois maintenant, quand tu viens dans un lieu pour exposer, tu essayes de prendre en compte l'existant mémoriel de ce lieu. Oui. Mais même dans le choix de mes matériaux, de tous les papiers, je travaille beaucoup à partir de feuilles de comptabilité qui ont déjà un récit. Donc je suis quand même sous l'emprise au départ de l'histoire, soit du matériau ou de ce qui vient s'afficher dessus. Et puis dans la petite salle du fond, juste pour achever ce parcours de conversation, on retrouve un rouleau d'orgue de Barbarie, oui, présenté, vous voyez, différemment, et sur les murs, des éléments comme on les avait vus d'albums de photographie. De timbre. De timbre. Voilà, c'était juste pour vous donner un avant-goût ou un goût de l'exposition de Thonon-les-Bains, dont l'affiche est ici, et qui s'appelait Percée de lumière. Et je reviens sur ces deux mots qui me paraissent vraiment les deux éléments clés de toute la démarche, et qui permet aussi dans cette formule, peut-être on n'en avait pas parlé, je dirais d'adoucir le geste de violence qui est le tien, parce qu'il y a quand même cette violence qui est là, quoi. Tu attends une réponse. Non, mais il y a quelque chose de, voilà, de ténu, d'assez âpre et en même temps profondément assez doux aussi. Ça se passe entre nous. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est comment toi tu travailles avec ces matériaux triviaux et comment tu les magnifies. Absolument. C'est vraiment là le point central de ta démarche. Complètement. Donc voilà, je pourrais par exemple terminer par une citation. Lorsque j'ai commencé à travailler dans cette direction, je me suis rendu compte que chaque type de support engageait un outil spécifique, comme si chacun réclamait un type d'impact précis. C'est pourquoi je me suis mis à fabriquer mes propres outils en collaboration avec des artisans. Ces outils me permettent de développer des expériences associant énergie et improvisation, un rapport immédiat aux matériaux que j'essaie de pousser à son point de rupture. Et il y avait une citation que je ne sais pas. Ah si, elle est là. Ah oui, c'est autour de la sacralité. Non. Je pense que je ne ferais pas ce que je fais, donc tu vas commenter, hein, sans l'environnement de la baie de Somme. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, mais explique. Ah oui. Juste pour terminer. Oui. Donc, en fait, je suis revenue dans ma région natale il y a environ maintenant une douzaine d'années. Donc, je suis à chaque fois saisie donc, au bord de la mer, donc plutôt près de Holt. Peut-être que vous connaissez la région, pas très loin de Saint-Valery-sur-Somme. Donc, c'est vrai que c'est... je suis sous l'emprise, évidemment comme toutes les mers, mais il y a un côté irisé très très fort. Enfin, vraiment... Et ça bouge tout le temps, et je pense que je ne ferai pas ce que je fais, en particulier avec une série de peintures que j'appelle zones. Donc je reviens sur ces grilles métallisées, ou même mes bleus comme ça aujourd'hui irisés, c'est vraiment, ça vient de ce bord de mer comme ça. Le rapport à l'espace dans cette série vient vraiment, c'est associé, enfin, je ne peux pas l'envisager autrement. Tu y vas fréquemment? Tu y vas? Il y a un rituel? Déjà, du cimetière, je vois la mer. Oui, enfin, t'es pas encore dans le cimetière. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est à côté de la maison, de l'atelier, c'est ça, je fais exprès. Et sinon, tous les jours. Enfin, ah oui, et sinon, mon atelier, j'ai un petit atelier à Paris et un plus important, donc là, en Somme. Donc j'y suis, surtout en ce moment, mais au moins 80% du temps. Et la mer est là.
au quotidien. Merci Dominique.